Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Karen Chessman. C'est ça. J'ai fait ta connaissance lors de l'enregistrement de la vidéo de présentation de l'association BDSM Les Dissidentes. Et ce que j'ai appris de ta passion pour le ponyplay à ce moment-là m'a incité à revenir réaliser avec toi une vidéo sur cette pratique, qui est quand même pas très répandue. En effet. Avant tout- Surtout en Europe, en fait. Et spécifiquement en France, c'est vraiment pas très répandu. Ouais, oui. C'était implicite dans le fait que je disais que c'était pas très répandu. Parce qu'effectivement, je connais un petit peu, on en a parlé pour préparer l'interview. Oui. Donc avant toute chose, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le ponyplay en quelques phrases? Tout simplement, même en une phrase, c'est le fait de transformer une personne, de la métamorphoser en cheval spécifiquement avec des caractéristiques chevalines. Voilà. Tout simplement, quoi. Dans un cadre, évidemment, qui est le nôtre, dans un cadre qui est celui du BDSM, qui peut être simplement fétiche, ou aussi BDSM, ou aussi bondage. Les trois mélangés, quoi, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sous-pratique de ce qu'on appelle le pet play? En fait, ça en fait partie, carrément, quoi. Je veux dire, quand on parle de pet play, les gens imaginent, je sais pas comment c'est en général, mais bon, globalement, les gens imaginent les chiens. Bon, évidemment, ça en fait partie. Mais bon, la plus grosse partie de tout cela, c'est le pony, oui. D'accord, c'est le pony. Oui, c'est le jeu animal, quoi. En fait, c'est la transformation d'un individu, d'un humain en animal, quoi. En fait, partiellement aussi en animal. Mais en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi en cheval? Parce qu'effectivement, on pourrait se dire en chat. Parce que ça existe. Oui. En chat, ça existe, en lézard, en serpent, en tortue, tout ce qu'on peut imaginer existe. En oiseau, j'ai connu quelqu'un qui faisait l'oiseau, en loup, en fox, donc en renard. Mais la partie la plus répandue, la plus noble quelque part, c'est quand on se transforme en cheval. Pourquoi? Parce que c'est pas une dégradation. C'est une mise en valeur du corps, qu'on soit un homme ou une femme. C'est la raison aussi pour laquelle je me présente en homme aujourd'hui, parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis quelqu'un qui est fluide au niveau de l'apparence. Donc, je passe de l'aspect masculin à l'aspect féminin. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma démarche personnelle, pour atteindre le stade de animal, cette espèce de mélange entre l'humain et l'animal, j'ai besoin de passer par le premier stade qui est celui du masculin, le deuxième du féminin, donc je me transforme en femme, et le troisième en pony girl, quoi, en fait. Donc je veux dire, donc les questions de genre n'ont pas d'importance. D'autant plus que dans notre activité, les rapports sexuels ça n'existe pas, quoi, en général, quoi, quand même. Il n'y en a pas, je veux dire. Dans le cadre du ponyplay? Non. C'est pas l'objet. Dans le vrai ponyplay, il ne peut pas y en avoir. Parce que comme disait mon ami Foxy aux États-Unis, la personne avec qui je me suis beaucoup entraîné en Floride, qui est toujours d'ailleurs un dresseur de vrais chevaux, hein. Je veux dire, le dresseur en lui-même ou le driver n'est pas zoophile, il n'a pas de rapport sexuel avec les animaux. D'accord. Alors, on anticipait un petit peu. Ce que je vais te demander, avant qu'on aille plus loin, c'est de te présenter, d'abord succinctement. Voilà, moi j'ai 61 ans, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le milieu. On me connaît sous le nom de Karen Chessman, c'est mon pseudo, donc c'est pas mon vrai nom évidemment. Je fréquente ce milieu depuis très longtemps, je suis allé un peu partout dans le monde pour aller à la rencontre des gens qui ont des pratiques qui à l'origine n'étaient pas spécifiquement orientées vers le ponyplay. Mais j'ai commencé par le fétiche en tout premier, donc les tenues, les talons aiguilles, les corsets, etc., etc. Et ensuite, je suis dirigé vers le bondage, évidemment, tout naturellement. Donc j'ai parcouru une grande partie de ce monde, sauf l'Asie, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître jusqu'à présent, à la recherche de contacts, de personnes qui pouvaient me faire évoluer dans ces domaines-là, en tant que Karen, c'est-à-dire une personnalité féminine qui est aussi la mienne. Est-ce que tu peux me parler, dans un premier temps, maintenant que tu t'es présenté, de ton parcours hors ponyplay? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va t'amener, en partant de l'enfance, je sais qu'il y a Oui. Ça a commencé tôt chez toi, ces attirances pour... C'est-à-dire que, comme j'avais pu l'expliquer dans une interview précédente,
il m'est arrivé un phénomène vraiment étrange à l'époque qui pour moi était magique, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que je m'attache, quoi. Et je devais avoir, ça a commencé vers 6, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus exactement, quoi, ça remonte assez loin. Et à chaque occasion, il fallait que je m'attache quand mes parents n'étaient pas là, quand j'avais l'occasion de le faire. C'était devenu frénétique, hein, vraiment, hein, terriblement, avec un apogée autour de 13 ans, quoi, quand même. Donc j'ignorais pourquoi je le faisais, mais il fallait que je le fasse. Donc c'était plus fort que moi. Une pulsion. Ouais. Ouais. J'ai jamais eu d'explication, en tout cas à l'époque, je n'en avais pas. Ouais. J'avais pas d'explication à ce phénomène. Et plus tard, comme j'ai pu le raconter aussi, ça m'a travaillé énormément. Bon. Quand j'ai eu mon psoriasis, par exemple, qui est apparu à peu près à cette époque-là, vers la fin de cette première époque, psoriasis qui me couvrait tout le visage, une partie de la poitrine, les bras. J'ai stoppé tout cela pour des raisons évidentes, parce que je ne pouvais pas à la fois me soigner et puis pratiquer, donc c'est passé naturellement. Donc j'ai eu un grand laps de temps sans activité de ce type-là, de self-bondage, comme on dit, Ouais. Jusqu'à l'âge de 17-18 ans, quoi. Donc j'ai dû attendre que ça passe. Et ensuite c'est revenu, voilà. Tout simplement, c'est revenu. C'était plus fort que moi, il fallait absolument. N'importe quelle condition, situation, il fallait que ça arrive, il fallait que je le fasse. C'était pas une passade, quoi. Ça t'habitait profondément. Absolument. J'ai jamais eu véritablement de réponse à mon questionnement que j'ai toujours aujourd'hui. C'est pourquoi, quoi, en fait. Hein, je ne sais pas. Puis voilà, tant pis. Maintenant, c'est pas à mon âge, je vais commencer à y réfléchir. Donc, Mais bref. Donc, la réponse, est-ce que c'est pas parce que je suis comme ça? aujourd'hui, oui. C'est la réponse que j'aurais. Ça a été comme ça. Point. Mais à l'époque, forcément, quand on est jeune et quand on est ado, préado, ado, etc., on se pose des questions. Donc, alors, l'autre problème que j'ai connu, moi, à cette époque, bon, brièvement, c'est pas la peine que je rentre dans les détails, c'est aussi que je me suis isolé totalement, quoi, en fait. Parce que, bon, en fait, quand je sortais, on me traitait de monstre dans la rue, etc., etc. Déjà adolescent. C'est très difficile. J'ai eu une période très difficile, quoi, quand même. Par rapport au psoriasis qui me couvre entièrement, quoi. Ouais. Alors ça n'aidait pas, et en plus, oui, c'est ça. Tu parles du psoriasis, c'est ça qui faisait que les gens te traitaient de monstre, en fait. Et donc je me suis retourné sur moi-même comme un gant qu'on retourne, en fait. Et donc j'ai alimenté un univers que je me suis créé à cette époque. Alors en parallèle à ça, il faut aussi dire que mes parents avaient acheté, à cette période-là aussi, une maison de campagne. Et autour de cette maison de campagne, il y avait des pâtures avec des chevaux. Et finalement, je passais toutes mes journées à les regarder, quoi, en fait, parce qu'eux, ils ne me jugeaient pas, quoi. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que s'est passée cette espèce de connexion avec le monde animal, et spécifiquement avec les chevaux, quoi, en fait. D'accord. Sachant qu'il faut rappeler que tu as 60 ans. 61 bientôt. Et que, à cette époque, avoir des réponses aux questions que tu cherches, c'est pas facile. On rappelle que on est dans les années 60-70. C'est ça. Il n'y a pas Internet. Non. Qui est une facilité extraordinaire aujourd'hui. Mais de toute façon, je pense que même si ça avait existé à l'époque, j'aurais pas eu accès, parce que mes parents n'étaient pas trop pour ce genre de technologie non plus. Hein. Oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu l'aurais retrouvé au collège, au lycée. Enfin, c'est plus facile, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, même ceux qui sont contre ça, il y a quand même une ouverture. Petite anecdote, je veux dire, la seule personne avec qui j'étais ami au collège, parce que j'étais... les filles m'envoyaient balader, elles m'insultaient, tout ça, c'était une horreur absolue. Alors que, bon, forcément, à l'époque, j'étais hétéro, donc j'étais attiré par les filles, mais j'ai pas moyen, parce que j'étais un peu monstrueux. Et c'est comme ça qu'elles me considéraient. La seule personne qui était mon ami véritable, c'était un jeune garçon comme moi, qui était black, qui était tout aussi rejeté que moi. Parce qu'il était black. C'est dingue, hein, la non-acceptation des différences. Oui, mais à ce moment-là, on s'est retrouvés. Bon, ouais. C'était mon meilleur ami, quoi. J'ai passé ma scolarité au collège grâce à lui, quoi. Enfin, j'ai pu passer à travers, quoi. Oui. Ouais. Mais bon, en revenant à notre sujet, ouais. Ça m'a permis de développer tout un ensemble de fantasmagories dont j'ignorais le sens à l'époque, quoi, en fait.
ça me rassurait. Donc tout cela, j'ai mis de côté. Hein, ça m'a travaillé pendant des années. Entre cet intervalle, enfin, dans cet intervalle, c'est-à-dire entre cette période où j'avais à peu près la préadolescence et le moment où je suis rentré véritablement dans le milieu fétiche, BDSM, bondage, etc., il s'est passé quoi? Une longue période de réflexion. Et puis après, il a fallu que je rencontre des gens. Donc je me suis lancé, et puis je devais avoir une vingtaine d'années, quoi. C'est ce que tu m'expliques, oui. Quand on a préparé, tu me dis, quand tu as aux alentours d'une vingtaine d'années, tu vas faire un séjour à Paris, parce que tu n'habitais pas à Paris. Oui. Et tu me parles notamment d'une certaine découverte d'ouvrages. Oui, alors bon, j'en ai quelques-uns ici. Bon, par exemple, bon, ça c'est un des plus connus hein, au niveau de la culture du BDSM et spécifiquement du bondage, c'est Les Aventures de Gwendoline hein, de John Wiley, qui est un auteur américain des années 50. Ce n'est pas le seul, il y en a divers, mais j'ai choisi plutôt celui-ci parce que des représentations de ce qui nous intéresse, les premières qui datent fin des années 40, par exemple ça. Ouais. Mais clairement, ouais, sur des images qui à l'époque devaient beaucoup te parler, quoi, très clairement. Puis c'est joli. Qui m'ont fasciné, quoi, en fait. Hein. Et donc, quand j'étais allé donc sur Paris, quand j'ai vu ces ouvrages-là en vitrine, en vitrine, pas vraiment, parce que c'était très haut à l'époque. Hein, les ouvrages, il fallait pas les attraper. Il fallait demander au monsieur pour pouvoir les attraper. Il y avait même une espèce d'échelle à roulettes pour monter, pour aller les chercher. C'est tellement tabou, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis pas le seul. Il me fallait absolument ça, donc j'avais un peu d'argent, je les ai achetés. Ouais. Et donc après, je les ai potassés, que ce soit ces ouvrages-là de John Wiley ou bien Stanton, qui est un autre auteur spécialisé dans l'art dessiné du bondage, quoi, en fait, la bande dessinée. Et je me suis dit, c'est ça la révélation. Donc il y a ça, et ensuite j'ai découvert un autre auteur plus ancien, parce que bon, après on pourrait parler de l'historique de ce que peut être aussi le pony play, mais bon, ça existait déjà à l'époque des années folles, hein, dans les années 20, donc j'ai trouvé un auteur, à peu près en même temps j'ai acheté un bouquin, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est un ouvrage qui est une compilation des illustrations de Carlo. Donc pour revenir à cela, c'est une très longue évolution, c'est-à-dire que en fait, la pratique du pony play ne m'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Il a fallu d'abord que je rentre donc dans ce milieu, hein, bon, c'était assez facile à l'époque, hein, que j'ai beaucoup de pratique, et que je me dise que je suis arrivé au niveau pour pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, le fait de passer au pony play, c'est-à-dire devenir pony girl, voire éventuellement pony boy, chose que moi je n'ai jamais fait, hein, parce que mon garçon je ne le fais pas. D'accord. Mais j'ai des amis qui le font. Pour toi, c'est forcément lié à la féminisation, c'est comme ça que tu le conçois? Oui. D'accord. Uniquement. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, mais c'était pour avoir la confirmation. Ça ne peut être que ça, quoi. En fait, en garçon, je n'ai jamais fait. D'accord. Ça ne m'intéresse pas et ça ne correspond à rien pour moi, en fait. Parce que bon, je veux dire, intellectuellement, avec du recul, je me suis dit, maintenant, hein, même il y a quelques années, ma réflexion, c'était, finalement, c'est tout à fait logique. On passe du stade brut et biologique, garçon, etc., pour évoluer. On évolue. C'est pas une régression. Donc on va vers la féminité qui est en nous aussi, donc on la cherche, donc on la met en valeur, hein, ça fait partie d'un ensemble qui est presque rituel, mais bon, la façon de s'habiller, les corsets, les chaussures spéciales qu'on verra tout à l'heure, etc., la crête, tout ça, c'est très élégant. Et puis ensuite, passer au stade, pas animal, mais presque animal, mais pas animal, parce qu'on reste humain quand même, on reste dans la mixité des choses, quoi. En fait. Mais on va vers ce stade-là qui est une plénitude, en tout cas qui l'était pour moi. Oui. Oui, c'est ça qu'on comprend bien, de toute façon. Parce que ce qui est important, c'est que tu as trouvé ce qui te correspond toi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je ressens les choses quand je t'entends. Mais c'est sublime au niveau du BDSM. Pour moi, ça, toujours, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que c'est le stade ultime
de l'évolution dans un cadre du BDSM, du fétiche, tout ça. Tout était lié, quoi, en fait, parce que tu portes des tenues qui sont ou en cuir, donc les catsuits en cuir ou bien en latex, hein, ou d'autres matières, qu'importe. Mais bon, à partir du moment où on est fétichiste, ça marche. Donc, je veux dire, tout est lié. Donc, il y a le fétichisme, il y a le bondage, parce que moi, je faisais plus tard du pony attaché, donc avec les armbinders, enfin la totale, quoi, comme on peut voir dans les films porno aujourd'hui qui sont diffusés un peu partout, comme chez Gord, etc. Et je faisais déjà ça. Si tu as des références de ces films-là, que je ne connais pas, j'avoue, House très of bien, God. je pourrais les mettre. House of God. D'accord, En fait. ok. G-O-R-D. Je le mettrai en lien dans l'article associé. Ouais, ça vaut la peine. En tout cas, la bonne époque, quand il était encore en vie, pas la nouvelle époque, pas aujourd'hui, mais il y a pas une dizaine d'années, il était très bon, hein, quand même. Il faisait vraiment des choses qui allaient dans ce sens-là. D'ailleurs, je le connaissais, enfin, je connaissais. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais on échangeait régulièrement sur Internet à l'époque. Bref, donc voilà, donc cette mixité de bondage, de fétiche, de mise en avant de la féminité de l'individu, tout ça, ça m'intéressait énormément, quoi, évidemment. Donc, évidemment, toute cette fascination que j'avais par rapport à l'univers des chevaux qui m'était rassurant, c'était le paradis, quoi. D'accord. Donc tu fais des rencontres dans les années qui suivent ces révélations quelque part à Paris, notamment quand tu découvres ces livres, Oui. ces illustrations Oui. de Stanton et d'autres. Oui. Et tu participes en parallèle à des réunions dans un donjon à Liège. Oui. Et là, tu me dis que tu te fais pas mal d'amitiés, enfin pas mal de rencontres et tu te crées des amitiés. Ben oui, c'est là-bas que finalement tout a commencé véritablement, parce qu'en fait je suis rentré en contact avec à l'époque Francis de Dobelair qui était rédacteur en chef de plusieurs magazines fétichistes, SM, bondage, tout ça sur la Belgique. Essentiellement lui d'abord, quoi, en fait, et puis après j'ai rencontré Jürgen Bode, enfin d'autres personnalités qui animaient le milieu belge, alors qu'en France il n'y avait rien. Faut souligner, quoi. Pour rencontrer des gens à l'époque en France, je mets ça en parallèle, il fallait passer par des ouvrages du style Défi, enfin des magazines du style Défi, qui étaient des magazines de rencontres qui paraissaient une fois par mois, et où tout le monde était mélangé, avec des photos, etc., enfin, du style ancien, quoi, en fait. D'accord. Alors qu'en Belgique, c'était très facile de rencontrer des personnes qui jouaient, quoi. Alors maintenant, on va aborder la question du pony play. Ah oui, directement, il faut. Et donc, ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est un petit peu ton parcours à partir du moment où tu t'investis beaucoup dans le pony play. De cette façon-là, on comprenne mieux ce qui te plaît et que, éventuellement, tu puisses, parce que pourquoi pas, générer des vocations chez des gens qui pourraient t'écouter. Bon, mon parcours est très simple. Donc, une fois que j'avais fait mes preuves une grande partie de mes preuves dans le domaine du bondage, même si c'était jamais fini, parce que il faut toujours avoir un entraînement physique, quand même assez important. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur à la frontière du Luxembourg, donc en France, qui était tout à fait disposé à me faire vivre ce passage. En parallèle des activités de bondage qu'on pouvait avoir ensemble. Alors pourquoi tu en parles comme d'un passage ? C'est un passage parce qu'en fait, j'avais jamais fait réellement avant. D'être pony play ? Ah oui. Enfin, d'être pony ça girl ? remonte en 2002-2003. Donc j'ai dû attendre quand même pas mal de temps pour trouver la bonne personne. Enfin, ouais. Il faut bien commencer. En tout cas, une personne qui est équipée, parce que bon, il faut aussi le mentionner, on verra tout à l'heure, mais je veux dire, bon, c'est une activité qui, en fait, lorsque ça devient un peu sérieux, nécessite un minimum d'équipement, quand même, de l'espace, parce qu'il faut pouvoir circuler, qu'on soit simplement tenu aux rênes ou alors qu'on ait l'obligation de tirer un sulky, une charrette ou un chariot. Donc il faut de l'espace et puis du temps. Ouais. Ça se fait pas en une heure, quoi, en fait, ce genre d'activité. Donc bref, j'ai eu de la chance, donc je suis tombé sur un monsieur comme ça, qui avait chez lui une forge, qui m'a forgé, parce que je lui avais demandé
si c'était possible de passer au pony-play, parce qu'il y avait des références similaires, comme j'ai montré tout à l'heure, bande dessinée, illustration, etc., mais qui n'avaient jamais fait non plus, et qui avaient envie de faire. Donc il m'a fabriqué un sulky sur mesure, hein, comme on peut voir lors des courses à Chantilly ou quoi que ce soit. D'accord. C'est une espèce d'attelage que les chevaux tirent et sur lequel on trouve des... les jockeys sont assis. Voilà, le jockey, voilà. Hein, ils sont assis dans une espèce de carénage que l'on tire grâce à deux barres des deux côtés, là. Donc il te fabrique ça sur mesure pour que tu puisses le tirer. C'est ça. Et donc ça a commencé comme ça. Sans véritablement d'accoutrement spécifique, je puis dire, de costume spécifique pour cela. Il y avait quelques éléments, mais qui étaient fabriqués. À l'époque, on ne trouvait pas facilement tout ce que je vais montrer tout à l'heure, mais c'est très difficile. Donc il a fallu qu'on fasse avec ce qu'on avait. D'ailleurs, je montrerai, pour ceux que ça peut intéresser, notamment les bottes, parce qu'en fait, quand on commence le pony-play, au tout début, hein, ça je m'en souviens, donc en 2002, mon apprentissage, c'était avec des bottes plates. Hein, au début, c'est tout bête. Hein. Des bottes classiques, quoi. Des bottes plates ou avec un petit talon. Hein. Un simple mort de ce type-là, qu'on peut trouver chez Decathlon. Oui. Voilà, donc c'est un mort en caoutchouc très souple, hein, un mort d'exercice. Voilà, avec une sangle passée derrière. Hop, très facile. Et un bandeau. Tout simplement. Donc ça commence comme ça. Et ça peut durer pendant des heures et des heures, hein, en fait. Et pourquoi un bandeau ? Pour permettre à la personne qui nous dirige de nous diriger avec les rênes. D'accord. Donc on voit rien, donc on doit absolument avoir confiance en lui. Ça va dans ce sens-là, quoi, en fait. D'accord. C'est pour faire confiance aveuglément, au sens littéral, au maître ou à la maîtresse. D'accord. De telle manière à pouvoir se diriger. Donc on apprend d'abord la direction avec les rênes. C'est comme ça, élémentaire, quoi, en fait. À droite, à gauche, on recule, etc., etc. Ça, c'est le truc élémentaire. D'accord. Et donc ça dure combien de temps avec cette personne-là ? Ça a duré quelques années, quand même. Ouais. Ben oui. D'accord. Pour arriver à un autre stade, parce que ça s'est développé. Alors, qu'est-ce que tu appelles un autre stade ? C'est-à-dire que tu développes ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu t'équipes, j'imagine ? Oui, parce que je me suis équipé, on s'est équipé en parallèle, mais en même temps, il y a aussi une question de pratique. C'est-à-dire que c'est tout un training, hein. C'est pas simplement pouvoir être dirigé de la façon dont j'ai expliqué brièvement à l'instant, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe à l'attelage, qui est une étape aussi importante, il faut pouvoir circuler avec cet attelage dans un espace qui est quand même délimité. Alors, qu'est-ce que tu appelles un attelage par rapport au sulky ? C'est ça, en fait. Hein. D'accord. C'est la même chose, hein. J'utilise ce terme-là. D'accord. De manière plus facile. D'accord. Et alors, et donc il faut pouvoir circuler, faire des parcours, passer entre des plots, etc., etc. Tu vois, c'est tout un training qu'on retrouve aussi pour les vrais chevaux, quoi, en fait, et qu'on va retrouver plus tard quand je parlerai des concours internationaux. Et c'est la même chose, quoi, en fait. Donc c'est tout un training progressif, exactement comme pour les chevaux, quoi, en fait. Donc il faut arriver à un stade de libération, en fait. Il faut se laisser aller complètement pour évoluer dans ce domaine-là. Alors, il ne faut pas non plus croire que c'est un exercice très facile, ça n'est pas du tout. Hein. C'est très physique. À l'époque, je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de marche à pied, des choses comme ça, quoi, en fait. Donc, il fallait un entraînement physique relativement intensif, de telle manière à pouvoir supporter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas simplement pour faire joli, c'est aussi l'endurance. Et essentiellement l'endurance, quoi, en fait, qui compte là-dedans. Mais ça, je pourrais l'évoquer tout à l'heure quand je parlerai de mes parcours aux États-Unis, qui étaient les plus rudes que j'ai pu jamais connaître. On va finir par y arriver.
Parce que, là, parallèlement, tu dis que tu rencontres un master, c'est comme ça que tu l'as appelé quand oui. quand on en a parlé, orienté bondage fétiche et aussi pony, qui était à la frontière luxembourgeoise, donc ça c'est ce que tu viens de C'est ce que je dire. viens de dire, oui. Euh, Mais j'en ai rencontré d'autres chers amis. Et, alors, en Grande-Bretagne. je voudrais revenir sur une chose, c'est que tu me dis qu'au début, vous faites ça dans son hangar. C'est-à-dire, Oui. vous ne faites pas forcément ça à l'air libre, j'ai un sous-entendu. Il y a un jugement. On est en France, même si on est à la frontière luxembourgeoise, on est toujours en France. D'ailleurs, quelque part, tu as de la chance, parce que comme tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est très compliqué, même à l'époque. On est début des années 2000. En fait, personne ne l'a jamais fait en extérieur en France. Ouais. Il n'y a pas de traces en France, photographiques ou même de films, de personnes qui ont fait ce genre d'activité dans un espace public, sur la route ou dans un parc, quoi, en présence d'autres ou D'accord. avec une éventualité de surprise par quelqu'un. D'accord, ok. Donc il n'y en a pas. Et, Ça n'existe pas en France. c'est-à-dire que le gros problème, c'est que les personnes avec qui je pratiquais ont toujours eu cette crainte d'être impliquées, d'être ennuyées par la police, par la loi en général, parce que ça pourrait être considéré comme une espèce de dégradation de la personne humaine. Donc ça aurait pu être passible de poursuite, en fait. Clairement. C'est la raison pour laquelle ça s'est jamais fait, quoi, en fait. Parce que moi, je voulais, alors. À une époque, je voulais faire tout ça. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, j'avais la chance cette personne, en 2002, 2003, 2004, ça a duré jusqu'en 2005 à peu près. Non, jusqu'en 2000, ouais, à peu près, 2004, 2005. Et eu un immense hangar dans sa propriété, quoi. Sinon, on n'aurait jamais pu faire. Alors précisément pour passer à un niveau supérieur et continuer ton apprentissage, Oui. tu vas aller à l'étranger. Oui. Tu m'as parlé de la Belgique, de l'Angleterre. Oui. Et tu fais un premier voyage aux USA en 2004. Et je trouve que les voyages aux USA en particulier sont parlants pour toi parce que c'est comment dire, Mais c'est le paradis. un autre niveau, quoi. C'est le paradis. Je veux dire, quand je suis parti d'Europe à cette époque-là pour la première fois, j'ai découvert un monde qui n'avait rien à voir, quoi, en fait. Je veux dire, bon, je parle pas de l'Amérique en général, de sa politique, tout ça, je m'en fous, en fait. Ouais. Mais Mais dans le cadre du Pony Play, tu découvres complètement autre chose. oui, j'ai découvert des gens qui étaient structurés, qui étaient organisés, qui d'ailleurs ont un drapeau. D'ailleurs, tu pourras le montrer aussi. Oui, vas-y, déplie-le. Non, mais on le voit. il est grand. D'accord. Voilà. Mais oui, mais en plus je le reconnais parce que j'ai fait un article sur les différents drapeaux du BDSM et Voilà. il est dedans, oui. Donc, il y avait un drapeau, donc une organisation. Ouais. Une Alors vraie là, organisation, c'est pas juste quelqu'un qui a créé son drapeau dans son coin en disant tiens, ça ce serait sympa. Ah non, ça existe vraiment, quoi, en fait. Une communauté. Une D'accord. sous-communauté du BDSM, en fait. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai découvert ça. D'accord. Alors, Et évidemment, donc là-bas, ça se fait au vu et su de tout le monde. ah oui, moi j'ai fait ça en public, j'ai jamais eu de problème, quoi. Mes amis, ça j'ai jamais pu le faire parce que j'étais pas disponible en janvier quand ils le faisaient, mais autour de la Nouvelle An, chaque année, ils faisaient du pony play à Central Park à New York. Ouais. Ouais. Oui, donc vraiment quelque chose d'accepté par les gens la qui se société. baladaient, tout ça. Bien évidemment, il ne faut pas être attaché, attention. Bon, c'est une société hypocrite quand même, la société américaine. C'est-à-dire du Pony Play, mais pas de bondage. Exactement. Donc il faut tenir les deux côtés du sulky, par exemple, avec les deux mains. Il ne faut pas être attaché comme ça pour tirer le sulky par la taille. Il faut le tenir par les mains. C'est totalement hypocrite. Mais ça passait très bien. Et d'ailleurs, j'étais même escorté par la police. C'est Foxy qui faisait ça avec sa bande. Et les enfants, pas de problème, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'était plutôt fun pour les gens. Une autre mentalité, quoi. Alors, je dis, il y avait des vraies pony girls, entre guillemets, vraies, biologiques, donc des vraies femmes, hein, parce que j'en ai connu beaucoup, moi, là-bas, des femmes pony, quoi, qui sont relativement, enfin, même très extraordinaires, quoi. Ça va loin, hein. Je veux dire, dans l'imitation du cheval, hein, il faut voir, hein. Ça va jusqu'au cri. D'ailleurs, ça faisait partie du concours que j'ai passé plus tard. Mais au niveau du cri, j'étais pas terrible. Mais, sur les filles, les meilleures. Hein. Ouais. Ah, le hennissement, oui. Ouais. Et avant d'en parler de ce fameux concours, parce qu'on va en parler, évidemment, Ah oui, ça absolument. m'a surpris quand tu m'en as parlé, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas.
Tu me dis que tu rencontres quelqu'un que tu as écrit comme étant un vrai cow-boy, Ah oui, qui Foxy. pratique le pony play en C'est ça. 2007. Oui. Et tu me dis que tu t'investis, à partir de ce moment-là, tu t'investis beaucoup. Ah bah, j'ai eu beaucoup de Tu chance. vas aux États-Unis et tu y vas longtemps. Oui, mais en fait, j'ai pas cherché à le rencontrer. Alors, c'est extraordinaire. Donc, j'étais chez une personne qui faisait partie d'une famille, ce qu'on appelle leather family, donc une famille cuir hiérarchisée avec la maîtresse, les sous-maîtres, les esclaves, etc. Donc, j'étais chez eux pendant un certain temps. Quand, à un moment donné, Mais pas une famille au sens traditionnel du terme. non, C'était pas ses enfants. du tout. Parfois, les enfants, enfin, je veux dire, dans ce type de famille, ceux qui sont tout en bas sont souvent plus âgés. Donc, Ouais. c'est pas vraiment traditionnel. Non, parce que je vais parler aussi de l'enfance, etc. Je précisais, ça pourrait Non, être mal perçu. Ça n'a rien à voir du tout, quoi. On appelle ça une famille parce que bon, c'est un groupement de personnes, quoi, en fait. D'accord. Très hiérarchisé, avec la dominatrice, le dominateur tout en haut, etc. C'est comme l'armée, quoi, en fait. Hein. C'est à peu près pareil. Enfin bref, donc j'étais chez eux quand malheureusement, on a eu une tornade. C'était à DeLand, en Floride, et la tornade a ravagé toute la ville, y compris la maison, enfin une grosse partie de la maison. Et donc, suite à cela, on s'est retrouvés réfugiés. Je suis resté à peu près une dizaine de jours hein, dans cet endroit qui était entièrement, comment dire, isolé hein, par la garde nationale pour éviter les pillages. Il y avait plein de morts et tout. Hein, quand même. Ouais. Et bref, donc à un moment donné, donc mes amis locaux américains, les gens de cette famille, ont appelé un de leurs amis pour qu'il me vienne en aide. Comme j'étais touriste, je venais les visiter et tout ça, j'étais un peu, même beaucoup dans l'embarras, je ne savais pas où aller, etc. Enfin, bref. Et donc c'est ce monsieur, Foxy, qui est venu me chercher en voiture, donc je le vois débarquer, grosse moustache comme ça, pendante, chapeau, Santiago, machin. Enfin, bon. L'américain, quoi. Ouais, comme on voit dans les films de cow-boy, quoi, en fait. Ouais. C'est pareil, quoi, en fait. Donc tout de suite sympa, etc., gentil, chaleureux. Donc il m'emmène chez lui, tout ça, puis on boit un petit coup quand on arrive chez lui, donc maison en rondin, comme on peut imaginer, quoi, en fait. Et puis il y avait plein de chevaux dans une pâture derrière. Puis c'est à ce moment-là qu'il me dit, donc il savait un peu mon parcours, hein, j'étais dans le bondage, ça évidemment, quoi, tout se sait là-bas quand t'arrives. Et donc il me parle de ses activités, de pony, tout le truc. Je dis, voilà, c'est exactement ce que je cherche. Il m'a dit, ok, donc on commence demain. Ouais. C'est tout. Parce il élève des vrais chevaux Ouais. et d'autres qui... Et à voilà. l'époque, il était en couple avec une dame qui était pony girl. Et donc, le lendemain, on est allés tous ensemble. Donc, on a pris le truck avec le sulky qui était sur le truck, donc complètement dessus. Donc, tout le monde le voyait. Il n'y a pas de problème, pas tout le monde s'en fout. Et puis, on est parti direction, donc c'était en Floride, direction près de Cap Canaveral. C'était à New Smyrna Beach. Ouais, c'est ça. Et puis après, donc on arrive là-bas, puis il y a d'autres amis qui sont arrivés, avec d'autres camions, tout ça, puis tout le monde est débarqué. C'était bien une vingtaine ou une trentaine, quoi, en fait. Et on a fait du pony sur la plage, on a tiré des sulkys, etc., quoi. Et puis à 2 pas du centre de lancement de Cap la Canaveral, NASA, quoi, quoi, ouais. en fait. D'accord. C'est- Oui, ça- forcément c'est, avec une espèce de... ça fait un choc, hein. Non, mais oui, parce que donc c'est la toute première fois où je m'étais dit, dès que tu mets le pied là-bas, dans ce domaine-là, tout est possible. Tout ce que tu veux peut arriver, et ce qui est vrai. Parce qu'en fait, moi je prends ce cas spécifique du pony, mais pour d'autres activités, le latex, le bondage, ou n'importe quoi, aucune difficulté pour trouver des personnes, quoi, en fait. Dès qu'on arrive là-bas, si on est vraiment dedans à fond, c'est un parcours obligé, quoi, en fait. Ouais. Et je me suis jamais lassé de ça, en fait. L'Amérique, hein, j'ai envie de dire, le pays des possibles, hein, le pays où tout est possible, mais dans bien des domaines, hein, en fait. Absolument. Et en particulier dans spécifiquement. celui-là. Bah Ce qu'on oui. n'attend pas dans le pays du puritanisme, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est incroyable, quoi. Et après, je suis parti, je suis allé tellement souvent, mais j'ai eu d'autres aventures là-bas. Je suis allé faire du pony en Arizona plusieurs fois aussi, mais chez des personnes qui avaient un domaine au centre-ville, là, quoi, en fait. Donc à Phoenix. Et au centre-ville, ils avaient un espace gigantesque, entouré de clôtures, hein, hautes,
quand même opaque, hein, pour éviter de Ouais. promener avec les voisins, mais qui était entièrement équipé avec les parcours, avec les plots, avec des zones de saut, enfin, Des hommes. pour sauter, quoi, en fait. D'accord, des zones de saut, oui. Oui, oui, oui. J'ai compris des hommes de saut, je me disais, tiens, Non, c'est non, non, qu'est-ce non. que je connais pas Des encore ça. zones, donc avec des trucs, comme on voit, pour les vrais chevaux, tout ça. D'accord. Et incroyable, quoi, au centre-ville, quoi. Ouais. Et ouais, je suis allé plusieurs fois là-bas. Puis on faisait des réunions régulièrement. Ouais. Ce que j'aimerais qu'on évoque maintenant, c'est les concours. À partir de 2008-2009, tu me dis que tu Oui. participes à des concours. Et en particulier, il y en a un que tu feras qui m'a étonné, parce que c'est la première chose, enfin, une des choses dont tu m'as parlé quand j'ai fait la première interview. Il y a un championnat Oui. du monde. Oui, ça s'appelle le International Pony Play Championship, donc c'est IPPC en fait, qui avait lieu chaque année là-bas aux États-Unis, et spécifiquement en Floride. Donc je suis allé là-bas, donc j'ai préparé, évidemment, ça se prépare longtemps à l'avance, hein, à la fois physiquement, donc des exercices physiques divers et variés, et aussi le training de pony, qui passe par différents stades qu'on peut voir à l'instant, parce qu'en fait, avant d'arriver à la compétition, il faut quand même avoir fait ses preuves. Il y a des présélections. Alors en effet, il y a des présélections, donc déjà il faut avoir fait ses preuves dans ce domaine-là. Donc il faut déjà être un peu connu, hein, un petit peu, même si on n'est pas véritablement intégré encore à ces sociétés spécifiques. Donc il faut déjà avoir cette renommée, cette volonté, prouver cette volonté. Chose que j'avais faite dans différents pays avant. Et donc cette présélection consiste en quoi? Donc plein de gens voudraient faire ce type de concours. Beaucoup de gens voudraient faire ce concours, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que avant, il y a des interrogations qui se posent. C'est-à-dire qu'on est reçu par un jury, hein, avant de faire le concours quand même, on est reçu par un jury qui est constitué de 6 ou 7 personnes qui sont toutes impliquées à la fois dans l'élevage des chevaux, ce qui est très original aux États-Unis quand même, et surtout dans le pony play évidemment, donc des anciens champions, des championnes. Donc des gens qui sont entièrement impliqués dans ce domaine-là. Et on est interrogé pendant 15 minutes sans arrêt. Sans arrêt. Toute personne te pose des questions tout le temps. De tout type, mais relatif à cela. Et des questions qui m'ont marqué moi vers la fin des différentes questions qui nous étaient posées, parce qu'on était à deux, donc moi et le driver, en même temps, nous étions assaillis de questions. La dernière, c'était en quoi pour toi le pony play peut-il aider à faire passer notre activité, en quoi c'est possible de faire passer notre activité dans le grand public? Globalement, c'était ça, quoi, en fait. Comment peux-tu faire passer cette activité dans le grand public pour que ce soit bien considéré? Donc, bon, à l'époque, j'ai répondu à travers l'art, quoi, tout simplement, quoi. Chose qui est arrivée après. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, ça faisait partie de mon serment, quoi, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on te demande si tu es prêt à jurer que toute ta vie, tu mettras ça en valeur de la manière la plus appropriée. D'accord. Chose que j'ai faite. Donc on a été accepté à ce moment-là, quoi, en fait. D'accord. Mais il y avait beaucoup de monde quand même. Je veux dire, on a eu de la chance. Ouais. Et donc tu fais donc tu es accepté, enfin tu es présélectionné et tu fais ce championnat. C'est ça. Donc il m'a fallu des années quand même avant d'arriver à ça. Donc je me suis présenté au championnat, c'était en 2015. D'accord. Ouais, c'est ça. En 2015 à Fort Lauderdale, en Floride. Donc bien évidemment, je suis arrivé quelques mois avant, hein. Je ne suis pas arrivé du jour au lendemain, pour continuer et finaliser le training avec le fameux cow-boy, Foxy. Donc les phases terminales, quoi, en fait. Donc les Vous étiez combien de compétiteurs? Une vingtaine quand même. D'accord. 20 à 25. D'accord. Ces eaux-là, quoi. Je ne sais plus exactement, parce que ça remonte à quelques années maintenant.
Et voilà, donc en quoi ça consiste? Bah, c'est tout simple, hein. Donc une fois qu'on est présélectionné, on arrive dans un grand hôtel, parce que c'est typiquement américain, donc c'est gigantesque. C'était à Hilton, un hôtel Hilton, qui avait été entièrement booké pour une convention BDSM. Là-bas, c'est très régulier, ça arrive très souvent dans tous les États américains. Et donc, avec des centaines et des centaines, peut-être un millier, pas loin d'un millier de personnes, je sais pas, Ouais. il y a beaucoup de monde, quoi. Et dans le cadre de cette convention qui dure 3 jours, hein, jour et nuit, hein, quand même, qui touche tous les domaines du BDSM et du fétiche, avec des ateliers, enfin bref, ça n'arrête pas, hein. L'hôtel est uniquement booké par des gens du milieu, hein, de notre milieu. Les autres n'ont pas le droit d'y aller. Hmm. Il est privatisé. Exactement, tout à fait. Et dans ce cadre-là, vers la fin, donc le dernier jour, donc ça va être le dimanche, il y avait donc ce concours. Alors, en quoi ça consiste? Donc déjà, c'est comme pour les concours chevalins, avant de passer à l'action que je vais vous décrire tout à l'heure. On est présenté au grand public, donc le grand public se trouve dans les tribunes des deux côtés et tout ça, puis on passe comme les chevaux, quoi, en fait. On est présenté par le driver, hein, donc entièrement looké, avec notre attirail complet, etc. Et donc on est présenté, on fait le tour. Enfin, tous les candidats sont présentés comme ça, avec leur pédigré, enfin, exactement comme pour les chevaux, quoi, en fait. Hmm. Il y a toutes sortes. C'est la même chose que pour les chevaux. Tu as pur sang arabe, tu as percheron. Moi, c'était belge, quoi, en fait. C'était la race belge des chevaux, quoi, forcément, parce que je suis originaire de là-bas, presque. Ouais. Donc, j'avais pris ça comme origine. Donc voilà, donc il y a cette présentation, et puis après il y a le concours, donc on est tiré au sort pour commencer. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, il y a deux épreuves par concurrent. La première épreuve est très compliquée, je te donnerai le document. Ouais. Et donc en fait ça intègre toutes les figures que les chevaux biologiques, les vrais chevaux, doivent faire, notamment au cadre noir, lors des concours hippiques, en fait, des concours d'élégance. Et toutes ces figures, il faut les apprendre par cœur, quoi, en fait. C'est la raison pour laquelle, avant le concours, on arrive quelques mois avant, quoi. De telle manière à répéter. Donc ça, c'est la première épreuve est obligatoire pour tout le monde, c'est la même. Donc on est jugé sur l'élégance, sur la façon de faire. C'est absolument pas chronométré, hein, cette première épreuve du tout. Donc c'est plutôt ça, hein, le look, comment on se déplace, et puis le skill, c'est-à-dire les facultés qu'on a à faire ces pas, quoi. En fait, ces différents pas, quoi. Il y a toutes sortes de pas, quoi. Hmm. Ce sont les pas qu'on enseigne aux chevaux, hein, ce sont les mêmes. Alors du coup, il se termine comment ce championnat? Eh bien, simplement, j'ai terminé seconde, en fait, du championnat, de ce qu'on appelle Reserve Ground Champion. Et ceci m'a amené progressivement vers un ailleurs, qui est celui du monde de l'art. Et donc, j'ai investi toutes mes capacités dans ces domaines, dans la réalisation de performances, qui sont des chorégraphies. Conformément quelque part à la réponse que tu avais donnée à la personne qui t'a posé la question lors des présélections du championnat. En effet, tout à fait. Ouais. Et donc ça va absolument dans ce sens-là. Donc je pense qu'ils seront très fiers de moi. Donc c'était pas une réponse comme ça pour essayer d'être présélectionné, j'ai envie de dire, il y avait une vraie... C'est un engagement. Ouais, un vrai engagement. Ouais. Donc, j'ai pris un engagement sur l'honneur de mettre en avant notre drapeau. Et je le fais, nous le faisons à travers des performances artistiques qui vont beaucoup plus loin que le BDSM désormais, puisque ça entre dans un domaine qui est plutôt de l'ordre de la magie, de l'ordre du rapprochement avec la nature, de la dévotion à la nature. Bah, Ça va très loin, parce que tu disais qu'il y avait une dimension un peu mystique, chamanique dans en effet, et donc j'ai eu la chance aussi d'être initié par des sorciers scandinaves dans le nord-est des États-Unis, qui m'ont fait prendre conscience que mon état était spirituellement assez élevé,
suite à mon entraînement de pony, et qui m'ont fait prendre conscience que j'étais probablement, en tout cas pour eux, dans un domaine ésotérique, une espèce d'esprit cheval, c'est la raison pour laquelle j'utilise toujours ce mot, d'esprit cheval relatif à la mythologie scandinave, donc la mythologie des Vikings. Alors, comme tu as beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là et qu'il y a encore beaucoup de choses que je voudrais mettre en avant, ce que l'on va faire, comme ça j'en préviens tout de suite ceux qui vont regarder la vidéo, c'est qu'on va faire 2 parties. On va faire une interview en 2 parties et notamment dans la deuxième partie, on parlera du matériel. Sur l'article associé, il y aura des photos, du matériel, de l'équipement. Et puis, on parlera plus en détail, effectivement, avec des explications de vidéos qu'il y a sur ton site internet, karenchessman.com, de mémoire. Et il y aura notamment une explication d'une performance que tu fais à Saumur, cadre noir. Donc ça, on fera ça dans une deuxième partie. Avec plaisir. Pour finir l'interview, là, ce que j'aurais envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu penses du ponyplay aujourd'hui, et en particulier en France? Comment ça a évolué depuis que tu as démarré? Où est-ce que ça en est pour toi? En tout cas, ça existe. Alors que ça n'existait pas avant. Tout simplement. Est-ce que ça a évolué au point qu'on puisse en faire comme aux États-Unis? Non. On ne peut pas faire de communauté de pony players en France à l'heure actuelle. Non, c'est pas possible. Aux États-Unis, ça représente des milliers de personnes. Sur tous les États-Unis. C'est pas comparable, quoi. En fait, puis on n'a pas non plus la même culture. Sur la culture américaine, c'est la culture des cow-boys, des grands espaces, c'est des chevaux, quoi, en fait. En France, c'est pas trop ça, quoi, quand même, hein, il faut le reconnaître. Non, c'est les chats et les chiens en France. Et c'est la raison pour laquelle il y a plus de chiens et de chiennes dans le BDSM que de chevaux et de juments, quoi. En France? Bien sûr. Ouais. Oui, le pet play est quand même relativement développé. En tout cas, ça fait partie de la nébuleuse BDSM. Bien sûr, oui. Les chiens, ils sont pléthores. Hein, disons que ça demande moins d'investissement, moins de place. C'est vrai. Un petit chenil, un coussin. C'est vrai que c'est moins important. Ouais. Clairement. Donc, je te remercie. Merci à toi. De m'avoir reçu avec Francis. Je vous remercie tous les deux qui a assisté à l'interview en étant très discret. Donc oui, merci encore une fois de m'avoir aidé à mettre cette pratique C'est un plaisir d'en parler, de toute façon. Merci beaucoup.